Bonjour et bienvenue dans mon atelier. Bienvenue dans Histoire d'artisan. Je suis Lisa Millet et je serai votre guide dans l'exploration de l'artisanat d'art. Histoire d'artisan est l'association qui valorise l'ingénierie des artisans d'art en mettant en avant l'innovation et la recherche au sein des ateliers. Ce podcast est le reflet d'un univers merveilleux et riche avec lequel collabore Histoire d'artisan. Dans ce deuxième épisode avec Robert Mercier, artisan du cuir, nous parlons de la relation entre la maîtrise de la technique et la créativité. Robert fait une analogie très forte. Il explique que c'est comme le jazz et le free jazz. Au début, on apprend les morceaux de jazz, puis lorsqu'on a la technique, on peut se lancer dans le free jazz. La vie de Robert est régie par du free jazz et il nous explique comment il a atteint cet état de liberté. Il nous raconte sa relation fusionnelle avec le cuir et son envie de transmettre des messages à travers ses œuvres. Belle écoute! Bonjour Robert, et merci beaucoup de m'accueillir dans ton atelier. Tu es artisan du cuir. Tu as eu beaucoup de vie. Je te propose et je propose aux éditeurs qui nous écoutent de découvrir ton parcours lors de ton épisode de podcast avec Raphaël Lebeau dans le Craft Project, où vous parlez de tout ton parcours et vous en parlez merveilleusement bien, donc on ne va pas le refaire. On va se concentrer un peu plus sur ta carrière perso. On va l'appeler comme ça, je ne sais pas comment l'appeler. Mais en tout cas, ton travail plus personnel et le travail que tu veux développer sur tes créations personnelles et de toute ta partie recherche, puisque c'est ce qui nous intéresse chez Histoire d'artisan, cette innovation. Donc la première question est normalement, peux-tu nous raconter ta rencontre avec ton métier ? Là, je vous invite encore une fois à aller voir Raphaël et à aller écouter son épisode. Si vous tapez Robert Mercier Craft Project, vous devriez trouver facilement. Donc la deuxième question, hop, on fait un petit saut dans le temps. Est-ce que tu peux nous raconter justement tout ce que tu souhaites faire sur ta partie perso, tes envies, ce que tu as envie d'exprimer, ce que tu as envie de montrer de toi ? Après le podcast de Raphaël, justement, j'étais en questionnement. Je voulais un peu arrêter tout ce que je faisais avec les entreprises parce que moi, à la base, on me demande une pièce autour du cuir, que ce soit un objet, un sac, un vêtement. Et après, je le développe en fait de mon côté. J'ai travaillé pendant des années pour eux, beaucoup. Et puis, j'ai vraiment senti le besoin de m'exprimer en fait il y a quelques années. Et donc, j'ai voulu aussi apporter ce que je pouvais moi développer dans mon atelier et découvrir aussi dans mon atelier. Et donc, j'ai continué un petit peu à travailler pour la mode, bien sûr, parce que il faut aussi faire tourner la machine et puis faire vivre mon entreprise quand même. Mais j'ai aussi développé plus tout ce que j'avais dans la tête. Et je me suis donné l'autorisation, le droit d'aller chercher, d'aller fouiner dans cette matière que j'aime tant et la développer. Et puis, soit pour la proposer à d'autres, ou à moi, bien sûr, ou en parallèle, maintenant, je me garde une partie de temps pour moi, pour pouvoir développer, en fait, mes propres créations. Et du coup, c'est quoi ces créations ? C'est des éléments que tu as envie de développer et que tu as envie de vendre ? C'est plus de l'artistique ? Ça se concrétise comment ? Après, tout est à vendre, en fait. Tous les objets que je fais, c'est pas forcément pour les garder, c'est bien sûr. Mais j'ai pas d'action commerciale dedans. Enfin, je veux dire, je ne développe pas dans l'idée de vente. Je l'ai toujours fait, d'ailleurs, maintenant je le développe un petit peu plus, mais j'ai toujours fait des objets juste par des idées ou des inspirations, et je les ai fabriquées et conservées en fait chez moi, juste parce que j'avais besoin de les faire naître. Et parfois, je rencontre aussi dans mes développements des techniques qui sont intéressantes et que j'ai envie de développer encore plus, et donc je les pousse justement en créant un objet pour pouvoir les mettre en œuvre sur une création. Quand tu parles d'œuvres que tu as envie de faire naître, c'est quoi ? Tu as des envies esthétiques, justement ? C'est guidé par l'esthétique, c'est guidé par une histoire que tu as envie de raconter, c'est guidé par de la technique ? Oui, en fait, je pense que déjà, comme j'ai toujours dit, c'est que moi, j'appartiens vraiment à ma matière. C'est ma matière qui me possède et j'ai toujours l'envie de l'amener encore sur un terrain toujours nouveau. Ça a toujours été mon envie, même quand j'ai travaillé pour les autres, j'ai toujours fait le forcing pour dès qu'on redéveloppe quelque chose, ce qui n'était pas confort pour eux parce qu'il y avait toujours ce côté un peu danger où on pouvait ne pas aller peut-être jusqu'au bout du projet parce qu'on ne savait pas trop où on allait. Mais bon, ça s'est toujours bien passé et j'ai pu toujours amener des choses nouvelles et ce qui permet d'avoir toujours du changement parce que je m'ennuie assez rapidement. Et là, quand je crée, c'est vrai que c'est souvent d'abord la matière que j'ai manipulée et qui m'amène quelque chose soit de visuel ou soit dans le... Ouais, c'est souvent visuel forcément.
forcément. Et soit ça va être un développement par rapport vraiment à une technique qui a été développée par rapport au cuir, c'est le cuir qui me l'a apporté, ou soit à travers les œuvres aussi que je peux voir au cinéma ou des choses comme ça, où d'un seul coup j'ai une envie, je me dis tiens, ça on pourrait le créer en vêtements ou en sac, et ça pourrait être figé dans le temps comme ça, ce sur un instant. C'est vraiment guidé par une envie de tester ta matière. Oui, moi j'ai toujours été dans la performance. J'ai toujours aimé aller plus loin, plus haut, plus fort, et puis ce qui n'est pas forcément bien tout le temps. Et donc il y a toujours cet effet de défi, de défi, je me le pose même plus cette question, mais à chaque fois quand je suis en train de créer quelque chose de nouveau, à un moment ça va bloquer, je ne sais quoi, et ça m'apporte quelque chose de nouveau. Et là je me dis, ah tiens, la prochaine fois, je vais pouvoir, au lieu d'aller dans cette direction, je vais plutôt aller dans l'autre direction. En fait, moi, j'ai toujours eu cette théorie du chaos qui, en fait, à un moment, c'est la matière qui va me décider. On veut faire un pli vers la droite, la matière, elle veut aller que vers la gauche, et elle ira vers la gauche. Et c'est moi qui vais m'adapter à elle. Et j'ai souvent fait des produits, par exemple pour Hitchcock, quand j'ai fait des pièces sur Hitchcock, j'ai commencé les pièces sans savoir comment j'allais fermer encore le sac, par exemple. Mais je laisse avancer les choses, et les choses viennent naturellement, en fait, quand on les laisse venir. D'où le fait que tu disais que tu dessines assez peu. Oui, je dessine assez rarement, et je commence souvent avec la matière, parce que de toute façon, c'est comme ça, je ne le fais pas exprès, mais c'est que même quand on me demande un travail, à un moment, je vais dire oui, je pense que c'est possible. On dit, comment ça, tu penses que c'est possible? Oui, il va falloir que je mette les mains dedans. Mais je dis, mais ça va le faire, c'est pas un problème. Et effectivement, la matière, elle parle, et je vais trouver. Alors, des fois, il y a plus de batailles que d'autres. Il y a des fois, ça vient très vite. Parfois, ça vient beaucoup moins vite. Et puis, il y a un échange, c'est une lutte aussi avec cette matière. C'est quand à un moment, elle m'impose quelque chose, mais je pense qu'elle peut quand même aller un petit peu plus loin. Je la pousse un peu dans ses retranchements, comme elle me pousse aussi dans mes retranchements. Et c'est un dialogue entre elle et moi. Et c'est peut-être pour ça que moi, ce qui m'intéresse, je travaille beaucoup autour de la sensualité, aussi du côté organique, mais vraiment dans le côté pur de la chose, de l'organisme, c'est que je fais plus qu'un avec cette matière quand je la travaille. Je sais que tu as rencontré Mathias Kiss, et c'est marrant parce qu'il m'a dit exactement la même chose que toi. Il m'a dit, moi je ne dessine jamais, notamment ces ciels, Ah oui. Il ne dessine jamais de ciel parce qu'il dit, mais en fait, je suis incapable de dire où c'est qu'il va y avoir un nuage. Je suis incapable de dire où c'est que ça va devenir du rose. Et je peux pas dire. Du coup, les gens lui font confiance parce qu'ils savent, ils savent qu'il maîtrise le ciel. Enfin, ils se laissent un peu guider comme toi. Et c'est marrant parce que j'ai eu une autre conversation avec Corentin Brison, qui est céramiste. Et j'avais demandé à Corentin, et je te poserai la même question, à partir de quel moment tu peux te considérer céramiste? Parce qu'en fait, je pense que la céramique est sans doute le métier le plus prisé et le plus choisi dans la reconversion. Mais même, c'est très simple de se faire un semestre de cours de céramique. C'est relativement accessible, mais à partir de quel moment on se considère céramiste? Et il m'avait dit, à partir du moment où c'est toi qui domptes la matière et pas la matière qui te dompte. Et ça m'avait vachement parlé, parce que, alors, des cours de céramique, j'en ai fait. Et c'est vrai que quand t'es devant un tour avec de la terre et que tu dis tiens je vais me faire un bol et qu'à la fin ça devient un coquetier parce que tu t'es complètement raté, c'est pas toi qui as dompté la matière, c'est juste t'as fait des trucs avec tes mains et puis ça a donné un coquetier ou un verre et pas du tout un bol. Du coup je te pose la même question, à partir de quel moment toi tu considères que quelqu'un est artisan du cuir? Non mais je pense qu'il a raison. Après, moi je pense qu'on est artisan du cuir quand on commence à manipuler le cuir. C'est une histoire de maîtrise, simplement de maîtrise. On peut faire des choses très jeunes, même si on maîtrise pas, on peut arriver à faire des choses complètement dingues. Je l'ai vu souvent, il n'y a pas besoin forcément de 20 ans de maîtrise. Mais effectivement, au bout d'un moment, il y a une sorte de confort qui se fait. Je le compare souvent au jazz et le free jazz. C'est qu'à un moment, les jazzman, quand ils ont atteint un niveau de technicité, en fait, ils peuvent s'en échapper. Et moi, c'est vrai que j'aime pas trop le pathos, j'aime pas trop les histoires où je me régénère dans la pierre, à l'extérieur, tu vois. Moi, c'est des trucs, ça me saoule parce que c'est un peu bidon et c'est pour faire du storytelling et tout. Et moi, je fais pas ça. Mais en même temps, quand je te dis que je suis en connexion avec ma matière, c'est que les grands moments que j'ai vécu, je pense pas l'avoir déjà raconté, mais quand j'ai moulé les choses pour Björk, j'étais à l'extérieur, c'était l'été, il y a un orage qui s'approchait. J'écoutais Björk dans mon casque. J'ai été torse nu parce qu'il faisait super chaud. Et les nuages montaient. Et d'un seul coup, il s'est mis à pleuvoir. Et j'ai continué à mouler sous la pluie. Et j'ai vécu un truc sensoriel comme j'ai jamais connu de ma vie, quoi.
Et c'est presque comme quand on fait l'amour. Enfin, c'est un truc complètement fou et qui te change. Et à chaque fois que j'ai cette matière dans les mains, c'est vrai qu'il y a vraiment un vrai dialogue qui se fait avec elle. Mais justement, quand on a maîtrisé, l'avantage, c'est qu'après, on peut se lâcher, en fait. Il n'y a plus besoin de penser la technique. Je me pose pas la question si je dois faire un rembord, si je dois faire une couture, si je dois rogner ou quoi. Ça va venir, en fait. Je me pose aucune question. Et que je débute, on me dit, tu sais comment tu vas faire? Je dis, non, je sais pas. Mais ça va se faire. Et à chaque fois, ça l'a fait, tout le temps. Et c'est vrai que je pense, à partir de maintenant, je suis arrivé à un niveau où je peux me lâcher et laisser faire. Pour rappeler Mathias Kiss, c'est qu'il m'avait toujours dit ce qui va être important, c'est surtout qu'il faut que tu arrives à, maintenant que tu maîtrises ta technique, c'est à lâcher ta technique. Voilà, et qu'elle n'existe plus en fait. Que ça soit juste un outil, mais qu'elle ne t'empêche pas en fait de créer. Parce que souvent dans les créations, je l'ai souvent vu chez des artisans quand ils essaient de créer, pas tout le temps, hein, mais parfois, c'est comment dire qu'une exposition de technique en fait. J'ai déjà vu des gens qui faisaient des sacs. Oui, c'est bien, on sait que tu sais faire de la teinture, on sait que tu sais couper comme ça, on sait. Mais ne mets pas tout sur un truc, ça sert à rien. Et c'est pas ce qui va donner plus de magie au truc ou impressionner. Ça marche pas en fait, ce genre de truc. Et effectivement, quand il est venu pour Objet Sensuel, qu'il a vu le bustier avec les cornets de glace, le bustier Oops, il m'a dit tu vois, tu t'es vraiment détaché de ta technique parce que ce qu'on voit en premier, c'est une œuvre, c'est une création, une envie que tu avais envie de faire vivre, quelque chose même d'un peu drôle, avec un peu d'humour. Et quand on commence à s'intéresser un peu plus et se pencher un peu plus, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de techniques pour obtenir ça. Voilà. Et donc, ça, c'était le plus beau compliment qu'on pouvait me faire. Et ça m'a vraiment touché quand il m'a dit ça pour cette exposition. On peut peut-être remettre dans le contexte, mais Objet Sensuel a été une exposition qui a été créée par Raphaël Lebeau dans le cadre de Métiers Rares, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Ouais. En 2023. C'était en janvier de l'année dernière. Ok. Et c'était une très très belle exposition sur les 5 sens. C'était très très joli. Et ce que tu racontes, c'est exactement ce que m'a dit Jérémy Maxwell Ventrebert, souffleur de verre. Quand tu regardes les artistes qui soufflent du verre, il y en a beaucoup où c'est hyper chargé. Ce n'est que de l'ego. Tout ce que je sais faire, je vais le mettre. En plus, j'avais envie de parler du verre, c'est drôle, parce que je le vois souvent sur des pièces en verre où c'est très très chargé. À un moment, ça a été un travail en fait aussi pour moi d'essayer d'arrêter aussi de vouloir mettre, parce que j'ai souffert de ça moi aussi. Je pense que dans notre apprentissage, on met tellement de temps à maîtriser chaque étape qu'après, c'est pas qu'on a envie que ça soit rentable, mais on l'amène quand même. Et on veut montrer qu'on peut le faire. Et maintenant, je m'aperçois que juste mouler simplement un corps en cuir, mais même s'il a rien d'attaché dessus et qu'il soit fait presque à la perfection, ça a beaucoup plus d'impact que si je lui avais accroché des bandes, 10 fermoirs, et ça sert à rien en fait. On charge trop pour rien. Il faut peut-être devenir, alors après c'est ma vision, mais et pour d'autres aussi, c'est devenir à quelque chose de plus pur aussi et plus simple en lecture, et donc plus organique, plus direct en fait. Oui, je pense que c'est aussi quelque chose qui est dans l'air du temps, parce qu'il y a bien une phrase qui dit « less is more ». Enfin, c'est exactement ça. Et je pense que on est dans un mouvement artistique où justement on cherche, tu vois bien les intérieurs, ils sont hyper épurés. Ouais. Quand tu regardes les sites internet de l'ultra luxe et du luxe, c'est des trucs blancs avec une police noire. Enfin, tu vois, c'est très propre et ouais, c'est très pur comme tu dis. Donc, je pense aussi que c'est un mouvement artistique contemporain. Alors, est-ce que ça va évoluer? Sans doute. Et artistique et technique, parce que moi, j'ai connu ces années 90 avec la maroquinerie. Les sacs étaient ultra chargés. Là, on peut parler de Versace ou ces marques-là qui ne savent plus s'arrêter de charger les sacs. Et plus ça allait, plus on a épuré, en fait, et on a retiré les choses. Mais aussi pour revenir à l'essentiel. Hermès a toujours eu cette... par contre, ils avaient déjà le bon sens dès le début. C'est de laisser que les choses qui sont réellement utiles, et toutes les choses qui sont inutiles, il faut les retirer, en fait. Et ça fonctionne, et ça parle plus aux gens. Et comme on a une sorte de retour aussi au savoir-faire et tout ça, parce qu'il y a les origines, il y a aussi... à de l'authenticité, quelque chose de... On se tourne peut-être plus vers des choses beaucoup plus pures. Si c'est la pierre, il faudrait vraiment qu'elle soit que de la pierre. Mais moi, je pense que j'arriverai pas à associer ma matière à une autre, à de la pierre, du verre. Pour moi, le verre, il doit rester qu'avec le verre. Et alors, je sais pas, c'est peut-être ma vision qui est pas bonne, mais je trouve que c'est trop, ou ça fonctionne pas. Alors, parfois, ça peut peut-être bien fonctionner, mais je pense que c'est difficile d'arriver à faire quelque chose vraiment de cohérent et qui marche bien en mêlant toutes ces matières. Peut-être parce que justement, pour les imaginer, il faut que tu aies la technique et que tu les... Oui, et puis après... J'ai le mot gère qui vient, mais... Puis moi, je vois que tout en cuir, en fait. Ouais. Donc, c'est aussi mon problème. Et c'est pour ça que dès qu'on va me demander
tiens, comment on pourrait faire ce truc parce qu'il est en rigide. Je fais, on va te le faire en cuir. Et j'ai fait des pièces, par exemple, chez Balmain, qui devaient être faites en métal. Ils n'avaient pas le temps de le développer. Je les ai fait en cuir et recouverts de film métal doré. Et en fait, elles sont en cuir, elles sont pas en métal. Et quand on voit, on pense que c'est en métal. Avec le cuir, on peut faire énormément de choses parce que l'avantage du cuir, c'est qu'on a un panel très large par rapport aux peaux. Avant de connaître une technique, avant de savoir le manipuler, il faut connaître toutes les matières pratiquement. Parce qu'on est de la matière la plus souple à la plus dure. Il y a plein de cuirs différents. Et donc après, moi, quand on me demande un projet, la première chose à laquelle je pense, c'est lequel cuir je vais utiliser et quel animal je vais utiliser. Un mouton, c'est très souple. Une vache, c'est très rigide. La chèvre, ça va être plus rigide, mais très grainé. Et voilà, il faut trouver la bonne matière. Donc c'est souvent la matière qui parle. Avec Olivier Roustin, quand on avait travaillé ensemble pour Balmain, lui, il voulait revenir sur ses origines. Ses origines sont Afrique du Nord et tout ça. Et je me suis dit, nous, la maroquinerie, Maroc, voilà, ça vient de ces origines-là aussi. Et donc tous les cuirs viennent de là-bas, les cuirs de chèvre, le parchemin, la basane, toutes ces choses-là. Et donc, on n'utilisait plus la basane, c'est un cuir, maintenant on appelle ça un cuir à tablier, c'est pour dire. La basane, elle était utilisée pour faire par exemple les fauteuils, les clubs. Un club, c'est fabriqué avec de la basane. Si d'ailleurs un club n'est pas fabriqué avec de la basane, ce n'est pas un club en fait, c'est sa matière de base. C'est très très souple, alors on connaît tous ce côté confortable qui est unique à travers cette matière. Mais qui se détend beaucoup. Et qui se détend beaucoup, qui est très souple. Voilà, c'est pour ça qu'il faut maîtriser chaque matière parce qu'elle apporte quelque chose de complètement différent. Et donc j'ai ramené cette basane qui est un matériau pauvre maintenant, qui est très riche, mais qui est considéré, nous en maroquinier, qu'aucune marque de luxe n'utilise. Le parchemin non plus, on ne l'utilise plus. Mais j'avais envie de le ramener. Et à un moment, je me suis dit, le parchemin, on écrit dessus. Moi, je vais le foutre dans l'eau et puis on va voir ce que ça donne. Et puis, j'ai fait des bustiers moulés avec des plissés et des choses comme ça, avec le parchemin, en trouvant, en manipulant. Le parchemin, c'est quelle matière ? Alors, le parchemin, c'est une finition, en fait. On laisse vraiment que la fleur de la peau, donc au plus fin. C'est vraiment au 3/10, et c'est vraiment très très fin. Et donc ça peut être de la chèvre, il peut y avoir des petits veaux. J'ai même vu, très très rare, mais des crocodiles ou des autruches en parchemin, ça existe. Okay. Mais normalement, l'écriture, quand on utilisait le parchemin pour les livres, c'était des chèvres ou des... Voilà. La chèvre, c'est vraiment l'origine de tout ça. Et tu dis que la maroquinerie, ça vient du Maroc ? Ah oui, marocain, par exemple. Il y a un cuir qui s'appelle le Marocain. On a une peau qui s'appelle le Marocain. Les origines, elles viennent de là-bas aussi. C'est vrai que quand tu vas au Maroc, ils ont un gros travail du cuir, ils ont un gros artisanat du cuir, ouais. Ah oui. Et puis ils tannent beaucoup, il y a les tanneries qui sont à ciel ouvert. Qui oui, là c'est une autre histoire. Ils n'ont pas développé de la même façon que nous, mais après on peut les comprendre. Mais évidemment, c'est l'origine, oui. Putain, c'est génial. Et la sellerie vient de la selle, voilà. De la selle. La selle pour les chevaux. Oui, ça oui. Mais ça, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé dans l'épisode 1, mais on n'a pas précisé, en effet. Mais en effet, la sellerie vient de la selle. Mais non, j'avais pas imaginé que maroquinerie venait du Maroc. Oui, c'est l'origine du mot, oui. J'adore. Donc on parlait de... C'est quand même dingue. En fait, si tu fais le rapport entre courbe d'apprentissage et courbe de création... au début, c'est épuré parce que tu sais pas trop faire de choses. Ensuite, t'as un pic parce que tu sais faire plus de choses et que t'as envie de tout mettre. Et puis, tu te détaches et ta courbe d'apprentissage, elle se réduit et finalement... Si on veut créer des choses, parce que tout dépend dans quelle direction on va. Parce que si on est technicien et qu'on doit apporter un savoir-faire pour une entreprise très précise et tout ça, de garder les techniques jusqu'au bout, c'est parfait. Et ce qui m'a aussi beaucoup aidé, et surtout à changer d'entreprise tout le temps, parce que j'ai papillonné, j'ai travaillé aussi pour beaucoup d'entreprises différentes, mais il faut savoir que pour chaque entreprise, ils ont tous des techniques différentes. Ils n'ont pas évolué de la même façon, ils n'ont pas commencé pour la même origine. Moi, on disait Vuitton et Hermès, il y a Hermès avec sa selle, il y a Vuitton avec la malle. Et les autres, c'est pareil. Chanel, ils ont démarré plutôt par des vêtements. Donc, toute leur histoire, après, on comprend tout, que l'évolution. Mais donc, ils ont tous une façon de travailler et une approche qui est différente. Et donc, ce qui m'a permis aussi d'être curieux et de voir plein de choses, c'est aussi de pouvoir me coller à chaque fois, en fait, aux techniques de l'entreprise qui me demandait quelque chose. Ouais, je comprends. Mais c'est passionnant. Mais pour revenir à la question initiale qui est aujourd'hui, tu veux développer plus ta partie personnelle et créative. Tu dis du coup que tu as envie de créer en fonction de la technique. Et j'ai quand même envie de revenir là-dessus parce que avant qu'on enregistre, on a beaucoup parlé, beaucoup blablaté, et t'expliques quand même que t'as déjà, si je me souviens bien, fait une exposition sur Hitchcock. Ouais. Tu m'as dit il y a 2 ans. Donc t'as
eu un thème qui t'a inspiré. Et là, si je comprends bien, t'as sur la mythologie, Oui, c'est ça. sur Kubrick. Et je voulais sur les matières, sur le trompe-l'œil, oui aussi. Oui, voilà. Donc, dans les faits, il y a aussi des sujets qui t'inspirent et des sujets qui vont orienter ta créativité. Ouais, mais comme j'ai pu entendre aussi sur des anciens podcasts à toi, c'est que, en fait, tout a toujours été là, en fait. C'est des envies que j'ai depuis toujours. J'avais des sortes de cahiers de tendance où je collais plein de choses, tout ce qui m'intéressait. Il y a peu de temps que je l'ai rouvert et en fait, je me dis, ah mais c'est dingue, actuellement, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et je m'inspire encore des mêmes personnes alors que j'avais oublié ce cahier, je m'en souvenais même plus, mais mon cerveau, mon inconscient, lui, il l'avait pas oublié. Hitchcock a toujours traîné ici. Le cinéma me passionne et c'est un cinéma aussi qui va raconter vraiment des histoires ou qui va être vraiment très... Je veux que ça ait du sens. Toutes mes pièces ont du sens. C'est pas un objet... En fait, sur chaque pièce, je pense que je peux en parler pendant 2 heures. Ils ont tous quelque chose. Je les fabrique pas par hasard ou juste parce que je me suis dit, là, je vais essayer de créer un truc à un triangle vert, quoi. C'est pas ça, si un triangle vert, c'est que ça vient de quelque chose. Il n'y a pas de hasard dans mes pièces, il n'y a aucune part de hasard. Et j'aime bien rentrer toujours dans la psychologie, comprendre. J'ai toujours eu ça, par contre. Je suis un peu comme Francis Bacon, le peintre. Ce peintre, en fait, il était passionné par Picasso. Et on a retrouvé dans son atelier des photos qui grattaient, en fait. Et il comprenait pas trop. Et des psychologues ont dit qu'en fait, il essayait de rentrer à l'intérieur, en fait, de ces personnes, en quelque sorte, par cet effet de gratter sur les images. Et moi, à chaque fois que je trouve quelque chose qui est intéressant, faut que je le démonte, faut que je regarde, faut que je comprenne comment ça marche. Quand j'aime un groupe, quand j'aime un artiste, je décortique, faut tout que je lis les biographies, je veux tout savoir sur lui. J'ai ce côté, je suis très curieux, je veux tout savoir. Voilà, j'ai vraiment cette chose. Et de Hitchcock, c'était vraiment l'excuse. La journée, je pouvais aller voir les films, je pouvais noter toutes les choses. J'ai lu tout ce qu'il y avait sur Hitchcock à ce moment-là. Et d'un seul coup, je me donnais cette excuse de pouvoir m'étaler là-dessus, voilà, et de me donner plaisir au lieu d'aller travailler à l'atelier, voilà. Et donc de créer. Et j'aime ce côté psychologique des choses et qui a un message pour donner un dialogue en fait. Et puis je pense que ça suffit pas un objet, il faut si on veut que ça reste et que ça perdure et qu'on soit intéressé à lui même 20 ans, 30 ans après, il faut encore qu'il suscite quelque chose. Chez Kubrick, mais quand on voit les gens qui sont fans de Kubrick qui continuent, j'écoute toutes les conférences où il y a des gens, des spécialistes en cinéma qui ont vu mais des centaines de choses et qui regardent encore 2001 et qui dit il y a des choses que j'ai pas encore saisies et tout ça. Ben il a trouvé le truc, c'est qu'il a été tellement loin dans sa recherche. Kubrick en fait quand il travaille sur un thème, il allait vraiment à fond dessus, il avait des dossiers complètement dingues pour chaque film et tout ça. Et ce qui fait que ce qu'il raconte, c'est vrai, c'est de l'authentique, c'est pas quelque chose qui ne fonctionne pas. Et donc on a toujours des questions à se poser, il y aura toujours une réponse derrière. Et je pense que ça, pour moi, c'est quand même important. Je veux qu'il y ait un sens à travers tout le temps mes objets. J'ai quelque chose de... Je marque des messages dans tous les objets que j'ai toujours fabriqués. Par exemple, il y a toujours quelque chose dedans. Je pouvais laisser des choses, des cheveux, des parties de plumes de corbeau, des choses comme ça. Il y a toujours quelque chose parce que j'ai besoin que ça reste, ça dure et je veux pas faire des objets qui durent pas longtemps. C'est pas parce que c'est vrai que je fais des objets pour des petites pépettes qui sont sur les tapis pour le red carpet, mais c'est des objets qui sont résistants, solides et que je veux le plus durable possible. Même si, malheureusement, il y en a qui les portent qu'une seule fois. Mais en tout cas, j'ai gardé cette chose parce que l'avantage aussi du cuir, ce qui est magique, surtout quand on prend un cuir de qualité, je parle, pas n'importe quoi, il est réparable à l'infini et on peut le modifier aussi à l'infini et il y a toujours des modifications à faire. Et ce qui est bien, c'est peut-être la matière qu'on utilise depuis la nuit des temps, l'une des plus anciennes, pas que celle-là, mais elle en fait partie. Les hommes préhistoriques utilisaient déjà cette matière. On reparle encore du cuir. Ça fait toujours partie de notre quotidien, entre la veste en cuir qu'on va avoir à même de la peau, presque comme une protection aussi, comme une armure. Et ça a toujours été, les guerriers, ils ont toujours eu ça aussi. Il y a quelque chose qui est vraiment très proche, en fait. On a quelque chose d'organique avec cette matière et je pense que là, moi, j'ai peut-être eu encore plus... Bon, moi, je suis accro, je peux plus m'en sortir. Mais en tout cas, on a quelque chose de lié à cette matière et on voudra, même si dans tout ce qui est durabilité et tout ça, le cuir, c'est vraiment... On trouvera rien de mieux. Je vous le dis tout de suite, il y en a qui vont grincer des dents avec leur matière, leur nouvelle matière avec des champignons et des choses comme ça. Le problème, c'est que quand on commence à vouloir faire quelque chose d'écologique, on veut créer un autre business derrière. Mais arrêtez. En fait, les animaux, il faut mieux les traiter. À l'abattoir, il faut bien que ça se passe correctement. On fait des tannages naturels et tout va bien se passer, en fait. On aura une consommation, mais moindre, parce que ça dure beaucoup plus longtemps dans le temps. C'est plus résistant, c'est réparable et tout ça. Les nouveaux produits qui arrivent, il y a du pétrochimique dessus. Je vais faire avec l'ananas, dont je fais devenir des fibres du Costa Rica en Italie. Je les fais couvrir de fibres plastiques. Je les renvoie aux États-Unis pour fabriquer des sacs. Mais arrêtez, quoi, en fait. Utilisez des cuirs qui vont durer longtemps et il faut pas être dénigré forcément ce cuir. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me
travaille beaucoup parce que pourtant je suis végétarien, je mange pas de viande. En fait, j'utilise que la peau, moi, pour le coup. Et j'adore les animaux, j'aime les animaux, mais ça a toujours fait partie d'un cycle, ça a toujours été présent. Moi, mon rôle, c'est de sublimer cette matière, c'est de pas la gâcher. C'est justement rendre honneur, peut-être, pour cet animal qui a donné sa vie pour que moi je vive aussi derrière. Donc c'est assez important et moi ça j'en ai conscience de ça et je la respecte. Oui, je fais tout ça en tout cas pour que ça soit le mieux possible, que ça se fasse le mieux possible. Je suis pas sûre que tout le monde ait cette réflexion, mais c'est génial aussi de te l'entendre dire et de réaliser que c'est plus qu'un matériau, c'est ce que tu racontes pour beaucoup. Il y a l'histoire. Oui, c'est comme le bois, c'est un matériau vivant, il est quand même là. Et comme le bois, comme même le métal, tous ceux qui travaillent, je pense, leur matière, après ils sont liés à cette matière. Et c'est comme ça qu'on la connaît. Et on peut apporter tellement de choses. Je pense que, franchement, c'est peut-être fou de dire ça, mais je pense que tout est possible en fait en cuir. Et c'est ce que j'adore. La mode, moi, j'étais pas forcément proche de la fashion et tout ça. C'est un endroit où ils développent. Alors, ils ont déjà un peu d'argent pour développer les produits. Et puis, ils n'hésitent pas à faire des trucs complètement fous aussi, d'aller sur des terrains complètement dingues. Et donc, plus on me demande quelque chose de dingue, plus je suis heureux, quoi. Parce que je me dis, tiens, on va aller voir si ça peut fonctionner. En t'écoutant, j'ai envie de te poser cette question. Est-ce que toi, tu te considères comme un artiste ? Non, ça c'est sûr. Pourtant, ce que tu racontes sur les carnets, sur les idées, sur... je sais très bien à quoi tu fais référence. Tu fais référence à Pauline Loctin qui, elle, se considère comme artiste et qui dit, en fait, il y a des idées qui sortent 8 ans après. Ouais, c'est la même chose. Mais j'ai pas une journée sans idée, effectivement. Je sais, mais je me considère pas comme artiste parce que je me trouve trop déstructuré. Je suis trop... je vais tout le temps dans tous les sens. Parfois, on m'a dit, mais tu devrais faire ta collection et faire un défilé. Mais je ne pourrais pas. En fait, mais réellement, je n'ai pas cette capacité. Je suis trop décousu. Je pourrais pas créer une collection homogène. Là, la preuve, c'est que je commence une collection. Donc, j'ai déjà fait 2 pièces pour cette idée de collection autour de la mythologie. Et je suis en train déjà de parler des prochaines choses que je vais faire, alors que je l'ai même pas fini. Et ce qui vient perturber, parce qu'il y a des pièces qui vont sortir au milieu de celle-là. Donc, non, je sais pas. Et puis après, je pense que je suis plus animé par mon artisanat que par la création. Je pense pas avoir le bon truc à un moment de me dire, ça, j'ai utilisé bonnes couleurs et tout ça, je sais pas, enfin, ces choses-là. Même la bonne coupe, je suis pas sûr. Moi, la coupe, je la fais, je la pose, je la regarde et je découpe comme ça. Pour moi, un artiste, c'est plus structuré. Je sais pas, après, c'est la vision de chacun, je pense. Ouais. Mais moi, en tout cas, je me considère plus... je suis un artisan. Voilà, je suis un artisan. Mais je comprends, et on en a déjà parlé, et cette frontière très floue, mais pour moi, la définition de l'artiste, elle est pas... Tu peux être un artisan d'artiste, tu vois. Oui, mais je comprends, mais pour moi, à partir du moment... Quand t'es artiste, c'est que, justement, t'as envie de raconter des choses. Ah oui. Et tu vois, c'est qu'importe le médium, qu'importe si t'as 3, 4, 1, 1000 médiums, tant que tu crées des choses qui ont envie de raconter quelque chose, pour moi, t'as cette casquette d'artiste. Ouais, t'as pas tort, hein, mais je suis en construction aussi, en fait. Oui. Parce que ça fait peu de temps aussi que je suis libre. Et que t'assumes. Et que j'assume. Déjà, de dire c'est ma pièce, c'est moi qui l'ai fait et tout ça, c'était tout nouveau, quoi. Mais parce qu'on vous apprend pas. Non. On vous apprend pas à revendiquer une pièce. Pas du tout. Non, on doit vraiment s'effacer tout le temps. Oui. Et c'est pour ça que tous les artisans mettent que leur travail en avant et pas eux-mêmes. Ils n'ont même pas de conscience parfois du pouvoir. Moi, je commence à me rendre compte du pouvoir qu'on a, quoi. On a un pouvoir assez dingue. Et quand on sait l'utiliser, forcément, on peut faire des choses assez folles. Maintenant, je l'assume et j'espère que y en a d'autres qui réagiront avant moi, parce que là, je suis quand même à 47 ans et je réagis que maintenant. Donc, j'ai perdu pas mal de temps. Mais j'ai quand même créé dans mon coin. Rien ne m'a jamais freiné, même si je jouais pas les pièces, même si je disais pas que j'étais un artiste, même si j'exposais pas, j'ai toujours fabriqué et créé des choses. Mais moi, c'est vrai que j'ai toujours vu le côté artisan. J'ai suivi beaucoup d'artistes parce que j'aime beaucoup vraiment l'art. Et le premier vraiment qui aurait pu être un père, c'est Pierre Soulages, que j'ai beaucoup aimé. Enfin, j'ai beaucoup aimé son travail. J'aime beaucoup, d'ailleurs, toujours son travail. Mais il avait une approche vraiment d'un artisan. Il fabriquait ses outils. À un moment, lui, il va faire les beaux-arts. Il reste 2 semaines et il s'en va en fait. Parce qu'il dit, j'ai rien à faire ici. Et d'un seul coup, on lui dit, mais tu sais, le noir, c'est pas une couleur. Et en fait, il va faire tous ses tableaux en noir. Et il va créer son propre parcours dans son coin. Il travaille au début peu de moyens. Il va travailler avec des gens qui font du goudron à l'extérieur. Il récupère un peu de goudron et il l'utilise comme ça. Et il s'aperçoit que les outils qu'il a besoin, il les trouvera pas dans le commerce. Donc il les fabrique lui-même.
Donc c'est un artisan. Et après, il va créer sa matière, et j'aime bien cette façon où à un moment, il dit qu'il patauge dans le noir et qu'à un moment, il dit je suis perdu, je sais plus où je suis. Et d'un seul coup, il y a cette délivrance quand tu y arrives. Moi, je l'ai ressenti quand on a la vision de quelque chose et qu'on arrive jusqu'au bout. Qu'est-ce que c'est magique. Mais c'est terrible parce que il y a des moments, le soir, je suis un demi-dieu, quoi. Et puis le lendemain, je suis une merde. En fait, le lendemain matin, parce que je me dis, bon, allez, bouge ton cul, parce que là, ça marche pas, quoi. Mais c'est comme ça, c'est pas grave. Au moins, c'est la preuve que j'ai toujours envie d'avancer et que je me contente pas aussi. Mais ces petits mouvements, en fait, de vagues, mais qui font aussi que, à chaque fois, en fait, je pense qu'il y a tout le temps du changement dans mon travail parce que je me remets tout le temps en question. En fait, je repars à zéro à chaque produit. Mais réellement, sincèrement. Et je pars, mais avec beaucoup de risques. Il y a des fois, le défilé, il est dans 2 semaines. Et je suis en train de faire un truc que j'ai jamais fait. Et ça passe. Et quand ça passe, ben c'est magique, quoi. Et c'est chouette. Et voilà, c'est cette libération qu'on parlait du début, qui permet maintenant d'être... Et puis, plus on en fait, plus ça fonctionne, et plus on a envie de faire, parce qu'on a plus confiance en soi. Mais j'ai mis beaucoup de temps à avoir confiance en moi. Parce qu'en entreprise, c'est pas ce qu'on nous fait ressentir. À l'école non plus, notre formation, mais de toute façon, tous les artisans nous forment aussi dans un côté aussi humble. On nous dit tout le temps, mais qu'est-ce que t'es humble, qu'est-ce que t'es pas prétentieux, tout ça. Mais il y a pas beaucoup d'artisans qui sont prétentieux, en fait. Je sais même pas si ça existe. On est là, on fait ce qu'on a à faire, mais moi, je les vois à chaque fois, on me montre une pièce, puis on me dit, ah bon, tiens, regarde cette pièce, mais, t'as vu, là, j'ai merdé ici. Mais on me montre pas ça, en fait. Et pourtant, les artisans, c'est toujours ce qu'ils font dès le début. C'est assez fou. Faut toujours un peu se dévaloriser. Non, mais je pense que t'as raison. C'est qu'en fait, l'éducation a fait qu'on vous a pas appris à être fier. Ouais, on a été éduqués comme ça, tout simplement. Oui. Et quand je dis qu'on s'excuse d'être là, ça a toujours été un peu ça. Donc après, quand on a quelque chose, moi j'ai toujours eu quelque chose, effectivement, j'étais toujours très proche de l'art. Hein. Vraiment, pourtant mes parents n'y étaient pas du tout. Et j'ai acheté énormément de livres, j'ai lu beaucoup de choses sur ça très très tôt. Et toujours, c'est toujours là. Et je pense que tout ça s'était renfermé en moi. En fait. Et j'avais besoin. Et à un moment, quand j'ai arrêté, quand j'ai explosé, que j'ai arrêté avec toutes les maisons de luxe et que même j'ai fait cette expo Hitchcock, quand je disais que je me suis donné le droit, c'est qu'à un moment, il fallait que ça sorte. En fait, c'était plus possible. Et ça a été des moments clés et qui ont été importants aussi pour ma vie. En étant personnel, c'est que tout est lié, en fait. Et avec ma famille, je viens d'une famille où on est 6 enfants, il a fallu qu'on se fasse un peu chacun de notre côté. C'était un peu chacun pour soi aussi. C'était un peu difficile. Et je les vois pas forcément beaucoup, on n'est pas forcément liés. Et avec ma mère, il y avait des trucs qui n'allaient pas. Je lui reprochais aussi des choses, comme sûrement beaucoup d'enfants reprochaient à sa mère. Et en faisant, c'est dingue, cette expo Hitchcock, elle arrivait. Et Hitchcock, faut savoir que dans tous ses films, faut voir que la femme est toujours mise en avant. C'est la femme qui est forte, c'est elle qui a du pouvoir dedans. L'homme, il est souvent très minable quand on regarde bien. Et il y a la mère qui a un pouvoir assez fort et très dominant d'ailleurs. Et en travaillant beaucoup sur Psychose d'ailleurs, j'ai fait la paix avec ma mère en fait. Avec cette Norma et ce Norman, et réellement, et j'ai été content de faire ça parce qu'elle est partie peu de temps après, pas tant d'années que ça après, et ça m'a permis en tout cas de lui pardonner des conneries qu'on garde dans la tête et que les parents ils font comme ils peuvent, les pauvres. Maintenant je le sais, je suis parent moi aussi, ma fille a des fois me reproche des choses, c'est normal, c'est peut-être son rôle à elle, mais bon, on a tous eu ce cheminement là, mais les parents ils font comme ils peuvent, en fait on fait ce qu'on peut, et donc cette expo elle a été très très importante à mon niveau personnel, ouais, vraiment oui, et ça m'a ouvert, justement en travaillant sur la psychologie de Norma et de Norman et d'Hitchcock, comment il l'avait amené, j'ai compris beaucoup de choses en fait, ça m'a vraiment éclairé, ouais. Je comprends ces moments un peu d'épiphanie et je pense qu'il y a quelque chose aussi, sans doute, qui différencie l'artisanat de l'artistique. C'est que dans le processus artistique, l'objectif, c'est l'exposition. D'être dans une galerie, ouais. D'exposer. Et en l'occurrence, quand tu parles d'un vernissage, c'est un cocktail. Donc c'est une célébration. Tu vas célébrer, tu vas vernir une exposition, tu vas la célébrer. Et je pense que la différence avec les artisans et l'humilité de l'artisan, c'est qu'à aucun moment l'artisan il célèbre. Oui, peut-être. Oui. Et en fait, moi c'est quelque chose qu'on m'a appris parce que j'ai à une époque de ma vie voulu entreprendre et créer mon entreprise. Et tu sais, on te dit, quand tu crées ton entreprise, t'as une montagne à gravir. Une énorme montagne. Et si tu regardes le haut de la montagne, tu vas avoir le vertige, tu vas te dire, mais j'y arriverai jamais. Alors que si tu regardes la marche d'après, tu vas dire, ok, prochaine étape, ça c'est faisable, oui. Monter une marche, c'est faisable. Et on te dit, pour faire passer le temps et d'atteindre ce sommet, qui en vrai, tu l'atteins jamais, parce que quand t'atteins le sommet, tu veux un autre sommet, hein.
Exactement. Mais en gros, on te dit, pour arriver à l'atteindre, il faut que chaque marche, tu les célèbres. Et tu vois, par exemple, c'est une discussion qu'on a eue avec mon père. Je lui dis, mais attends, c'est génial ce que t'as fait, c'est génial ce que t'as entrepris, j'espère que tu l'as célébré. Et il me dit, mais non, Lisa, parce que ça n'a pas été signé, parce qu'il y a toujours une bonne raison pour pas célébrer. Tu vois, par exemple, tu finis une pièce que tu veux présenter pour un vernissage. Ça se trouve, ce vernissage, il est dans 5 ans, mais t'as fini ta pièce pour ce vernissage dans 5 ans, et ben célèbre le fait d'avoir fini cette pièce. Et je pense que ça aide vachement à prendre du recul et à petit, et moi je m'en suis rendu compte, il y a 3 ans, tu me demandais de dire ce que j'entreprends, c'est fort et c'est impactant. Je t'aurais dit, bah non, je peux pas le dire. Et aujourd'hui, je suis capable de te le dire. Bah ouais, en fait, ce que je fais avec l'association, c'est important, enfin, tu vois. Mais oui, mais je comprends. Ouais. Je l'ai vécu en plus, parce que j'allais tellement vite aussi dans tout ce que je faisais, qu'en fait, je passais à un autre projet, et à des fois, on me reparlait d'autres. Je dis, mais ça, c'est fini, ça n'existe plus. Et je me rendais même pas compte de ce que je faisais dans l'année. En fait, je savais même plus. Je pourrais même pas, même actuellement, je pense que je pourrais même pas donner de date par rapport au produit que j'ai fait. Ça va tellement vite, effectivement, parce qu'il n'y a pas de célébration de fin ou quelque chose comme ça. Mais tu vois, il y a un truc qui me revient, c'est marrant, enfin pas qui me revient, mais qui me fait réfléchir quand tu parles de ça, c'est que je pense qu'aussi ce terme artiste, peut-être ce qui me fait peur, c'est en passant, j'ai conscience de ça quand même, mais peut-être qu'en disant que je suis artiste, j'ai peut-être peur de ne plus être un artisan. Et moi, c'est ce qui m'importe le plus. J'ai trop vu de gens en entreprise qui, à un moment, ils disent « Tiens, bah, tu vas avoir une augmentation parce que tu vas passer, c'est toi qui vas diriger l'atelier. » Tu vas devenir manager. Voilà. Et en fait, il ne va plus jamais toucher la matière. Pour moi, je crois que ce serait la pire des punitions. C'est peut-être même pour ça que j'ai jamais pris personne, parce que je veux pas former, parce que je veux pas ne plus pouvoir toucher cette matière. Et il y a peut-être de ça. Et peut-être que je veux pas ce terme, effectivement, parce que j'ai peur de ne plus être un artisan. Et en même temps, tout ce que je crée, c'est l'artisan, en fait, qui le crée. Donc, je préfère rester de ce côté-là. Et c'est pas grave, on s'en fiche du terme, de toute façon. Ah oui, c'est l'étiquette, dans les faits, l'étiquette, on s'en fiche. Après, les gens, ils pensent ce qu'ils ont envie de moi, tu vois ce que je veux dire. De toute façon, j'ai un côté un peu insaisissable et que je comprends. Il y avait une personne qui connaissait un peu la graphologie, quand il a vu mon écriture, il m'a dit « T'es vraiment décousu et tout ça, et tu dois être assez instable. » Et effectivement, je me disais « Mais qu'est-ce qu'il raconte ?» Il m'a dit ça très jeune, et en fait, effectivement, je suis très instable dans tout ce que je fais. Je termine tout ce que je fais, je suis très sérieux dans tout ce que je fais. Mais par contre, effectivement... demain, je pourrais réparer des moteurs de voiture. Ouais. Ça, c'est tout à fait possible. Ouais. Ça me prend comme ça, en fait, presque du jour au lendemain. Mais c'est ce qui fait aussi ma particularité et mon côté un peu... je peux apporter quelque chose d'unique aussi. Et c'est là aussi, avec Olivier Roustin, quand il m'a donné la possibilité de lui proposer des choses et qu'il était à l'écoute, simplement, il a été à l'écoute pour moi. Alors, il a choisi des choses, mais même s'il les avait pas choisies, déjà, rien que d'être à l'écoute, je me suis dit, j'ai le droit, en fait, de leur montrer, parce que j'avais déjà préparé plein de choses, mais j'osais pas, en fait. Et là, quand il m'a ouvert, c'était la porte ouverte, et donc là, j'hésitais plus. Donc après, quand j'étais dans les autres boîtes, tout de suite, j'arrivais et je disais, tiens, vous voulez faire un truc comme ça, je peux vous proposer telle ou telle technique tout de suite. Et c'est pour ça que maintenant, on ressent tout de suite la technique qui vient dans tous les objets que je fabrique pour toutes les entreprises, parce que je pense que j'amène de moi tout de suite, en fait. Et ça, j'aurais pas eu les épaules de le faire avant. Maintenant, je peux le faire plus facilement. Et plus ça fonctionne, et plus on a de force. C'est comme on monte une entreprise, on a très peur, on en remonte une deuxième, on a un peu moins peur, et ainsi de suite. Et c'est exactement la même chose. On évolue petit à petit, et on prend confiance qu'en essayant, en ratant, et puis en avançant surtout. Ça, c'est important. Il faut quand même cultiver toujours sa différence. Ça, par contre, je l'ai compris très tôt, c'est que je comprenais que je voulais pas la même chose que les autres, mais je suis pas un méchant. Je dis pas non pour être méchant, en fait. C'est parce que je le sens pas, et si je te dis oui, et que pendant tout le long du projet, on fait que s'engueuler ou ça fonctionne pas, c'est pas la peine, en fait. Donc, je préfère dire non tout de suite. C'est un peu dur, mais au moins, comme ça, c'est plié. Mais après, dans mon fonctionnement, même d'avoir cette bougeotte, de pas pouvoir, de me figer dans quelque chose, ce qui fait que ça m'a donné une force de connaître plein de techniques, en fait, et de pouvoir apporter des choses tout le temps nouvelles dans tout ça. C'est comme, tu vois, nous on avait une famille où on n'avait pas d'argent, j'aurais pu dire après, oui, mais moi je viens d'une famille pauvre, tu sais, tout ça. Mais pas du tout. Je trouve ça génial parce que ça m'a développé un sens de la récup et de malin, en fait, que j'aurais peut-être jamais eu si j'avais eu les moyens. Donc quand on commence à me dire, j'en ai eu certains qui me disaient, oui, mais moi tu comprends, je commence à fabriquer, mais j'ai pas ci, j'ai pas ça et tout. Si t'as pas ça, prends autre chose.
Mais c'est pas à moi que tu peux dire. Moi, ils peuvent pas me faire culpabiliser parce que j'ai commencé avec vraiment rien. Et je continue un peu sur cette lignée de simplicité. Et c'est comme ça qu'on peut faire aussi des développements pas trop élevés aussi. Mais oui, voilà, on peut amener sa différence parce que si elle fait mal à personne ou tout ça, j'en ai vu, il y a vraiment des cons qui vont dire non tout le temps parce qu'ils sont prétentieux, parce que je sais pas quoi. Même ceux, ils avancent pas de toute façon. Mais là, ça avance, ça fonctionne et on s'aperçoit par contre, quand j'arrive à travailler avec quelqu'un, je travaille pas avec tout le monde, mais quand je travaille avec quelqu'un, ben, on fait un peu d'étincelle quand même, on fait quelque chose qui existe. Donc c'est chouette, quoi, ça marche. Donc non, c'est top, il faut rester qui on est, en fait, tout simplement, je pense. Et il faut accepter ma personnalité, c'est comme ça. Moi, j'arrive aux réunions, je suis habillé comme je suis habillé aujourd'hui, je vais pas me travestir ou me changer. Je suis comme ça, il faut m'accepter comme ça, c'est tout. Et ce qui me donne justement envie de te poser la question, tout à l'heure tu disais, moi mes pièces ce n'est que du cuir et j'imagine pas rajouter d'autres matériaux. T'as pas du tout envie d'intégrer un autre artisan et de réfléchir. Après tu l'as peut-être pas rencontré et c'est la discussion qu'on avait justement avec Pauline Loctin, c'est Oui. que finalement les collaborations c'est aussi des rencontres, mais t'as jamais rencontré quelqu'un où tu t'es dit, bah lui il a tel métier, on a commencé à discuter, on a la même vision, on a envie de raconter la même chose, pourquoi on n'essayerait pas de faire une pièce? Ben, déjà, je pense que ça s'est jamais présenté. Ce qu'il y a, c'est que je pense qu'il y a beaucoup d'artisans, comme on travaille tous dans nos ateliers respectifs, on se rencontre jamais. Quand j'ai commencé à freiner mon travail et en prendre beaucoup moins, j'avais plus de temps libre. Ben en fait, les premières choses que j'ai fait, c'est aller voir les artisans avec qui en fait on travaillait liés. Par exemple, la personne qui faisait les gants avec le look que je faisais pour Balmain, j'ai été la voir parce qu'on s'était jamais vu. On se connaissait de nom, on s'était jamais rencontrés. Et donc j'ai été voir un peu tout le monde pour les rencontrer tout simplement. Mais ça c'est autrement ça se fait peut-être pas forcément facilement. Il faut faire la rencontre. C'est comme le je sais pas un apprenti, l'apprenti qu'on voudrait tout donner. Je pense que c'est une rencontre qui se fait unique. Et à un moment, dire je vais tout lui donner à lui parce que je le sens. Mais aussi dans mon parcours, ce qu'il y a, c'est que pendant longtemps, j'ai toujours créé des choses. Et à chaque fois que j'ai rencontré des gens qui travaillaient d'autres matériaux et je leur ai demandé de m'aider en fait dans tout ça, ils ont jamais voulu. Donc comme ils voulaient pas, et ben en fait je me débrouillais tout seul. Donc c'est pour ça qu'à la fin, ben un fermoir en métal je pourrais pas avoir, et ben il sera en cuir. Voilà. Et ben ça on peut pas le faire aussi en bois, et ben on va le faire en cuir. Et donc c'est pour ça que je dis peut-être que tout est faisable en cuir. C'est aussi tous ces refus qui ont fait que je l'ai fait moi-même. Et donc après, ben, je suis autosuffisant, j'ai besoin de personne en fait. Moi je peux fabriquer tout un truc sans avoir personne. Donc en plus comme moi je travaille aussi un peu le bois, c'est peut-être le seul médium que j'amène associé en fait à mon travail et c'est moi qui fais les structures. Donc mais ce qui me permet aussi d'avoir d'un bout à l'autre. Ce qu'il y a, c'est que dans mon travail actuel, avec la mode, il faut que ça aille très très vite. Donc le corps qui a été sculpté, je préfère le sculpter moi parce que je sais exactement ce qu'il va me falloir pour pouvoir avancer le plus vite possible sur la suite. Et si j'ai besoin de le modifier, j'ai pas besoin de le renvoyer et qu'on va me dire mais attends là il faut une semaine pour le modifier tout ça. Moi je peux le modifier. T'es flexible. Ouais. Je suis très flexible et très souple là-dedans et c'est ce qui convient aussi à la mode, c'est ce qui leur va. Moi il m'amène une problématique. Après quand une boîte me demande du travail, derrière ils ont plus de problèmes. Les problèmes c'est moi qui les absorbe. Ils auront une pièce finie à la fin. Et en plus moi je suis quelqu'un d'anxieux et tout donc souvent je le vis plutôt mal. Mais voilà normalement c'est ma responsabilité donc je prends tout à ma charge voilà. On en vient à notre petite anecdote. Il paraît que tu as une très belle anecdote à nous raconter, Robert, donc j'en suis ravie. Est-ce que tu peux nous raconter une anecdote en relation avec, du coup, plus tes créations ? Alors avec la création, effectivement. Il y a eu un moment, il y a peut-être maintenant ça fait 3 ans, peut-être 3-4 ans. Il y a une personne que je connaissais qui m'a demandé en fait la réparation d'un sac. Pour le coup, c'était un sac Hermès qui était assez ancien et qui devait être restauré. Et je lui ai dit, mais moi, tu sais, je ne vais pas faire les réparations de tout le monde. Je veux bien faire les réparations de mes amis, mais pas forcément de tout le monde. Et il m'a dit, si, tu vois, c'est une personne qui est quand même très intéressante et qui me tient à cœur et qui est vraiment gentille. Donc j'aimerais bien que si tu pouvais lui réparer, ça serait sympa. Donc je lui ai dit, bon, écoute, ok. Ça marche, on va prendre rendez-vous et puis on va se voir. Et donc on prend rendez-vous. Donc avec Marie-Chantal, Douane-Mar, alors que je ne savais pas encore, je vais pas brûler les étapes. Mais donc elle m'invite à boire un café au Palais Royal. Donc on boit ce café, on discute, elle me montre le sac. Bon après je suis toujours touché de restaurer quand même des vieux sacs comme ça, surtout de bonne qualité parce que c'est toujours quand même intéressant de faire perdurer aussi ce travail et puis que le sac ne soit plus utilisable juste parce que la poignée est cassée en deux ou des choses comme ça. Donc j'accepte ça et donc dans la conversation, elle me demande ce que je fais, donc je lui explique un petit peu pour qui je travaille, ce que je fais, et surtout elle me pose cette question, c'est
mais qu'est-ce que tu aimerais bien faire? Ça, c'est la question qu'on m'a jamais posée. Et je sais pas pourquoi. Alors là, pour le coup, j'étais vraiment pas préparé. Je lui ai dit, bah écoute, moi, ce que j'aimerais bien faire un jour, c'est de réaccessoiriser les films d'Alfred Hitchcock. Et c'est donc de recréer des vêtements, des sacs et des objets plus modernes, mais comme si je les fabriquais pour le film, en quelque sorte. Voilà. Et donc, elle me regarde et elle me fait, ben, si tu le fais, moi, je t'expose. Et je n'avais pas compris. Et en fait, c'était la directrice de la galerie Joyce, qui était de l'autre côté du Palais Royal. Voilà. Et donc, j'ai fait cette collection. Et puis, elle est exposée à la Joyce Gallery, au Palais Royal, grâce à ça. Incroyable. Autour d'un café et d'une réparation de sac. Mais c'est marrant parce que en off, on parlait de savoir dire non. C'est prendre soin de soi, mais savoir dire oui, c'est aussi ouvrir des opportunités. Faut savoir jauger. En fait. Voilà. Mais mon Dieu, comment on fait? Oui, là, ça devient compliqué. Il faut pas toujours dire non, faut pas toujours dire oui. C'est ça. Mais ouais, c'est incroyable. Mais je pense qu'il doit t'en arriver plein des histoires comme ça. Oui, t'as dit oui, et puis en fait, c'était un tel qui t'a permis... Ah bah oui, ça, faut quand même avoir de l'audace aussi un petit peu dans ce qu'on fait, parce que déjà, bon, je pense qu'il y a beaucoup d'artisans qui l'ont fait aussi, c'est de fonctionner au coup de bluff. Ça, c'est moi le premier corps moulé que j'ai fait, je l'avais jamais fait. On m'a dit, vous avez déjà fait? Je fais oui, j'avais jamais fait. Comme Rihanna, elle dit, fake it until you make it. Non, mais on a tous un moment de bascule où on se dit, ah, et là, je sens que je suis capable d'aller plus loin et on y va, quoi. Il y a ça, et puis il y a des opportunités qui se font. Quand les étoiles doivent s'aligner, elles se font. Moi, je me dis que de toute façon, quand quelque chose doit se faire, ça se fait. Même si on a loupé une occasion, si on doit faire un projet avec une personne qui est importante et que ça nous tient à cœur, et que d'un seul coup ça passe pas parce que pour X raisons, faut pas se dire ça y est c'est mort, c'est foutu ou je ne sais quoi, parce que s'il doit se faire quelque chose, il y a un autre projet qui va ressortir ou tout ça. Et moi j'ai souvent vu, et ça s'est souvent présenté. Et puis il y a des choses, il faut tester. Même moi actuellement, il y a des artistes que j'aime bien, j'aimerais bien travailler pour eux. J'envoie des messages sur Instagram, salut machin truc, voilà. Et oui, j'ai très peu de gens qui me répondent, mais de temps en temps ça marche. Et Casey, c'est comme ça que ça s'est passé avec Mugler. Casey, ça s'est joué en une journée, c'est tout. Je voulais plus vraiment travailler et malheureusement j'ai eu un petit moment de détente. Il s'était abonné à ma page Instagram, je l'ai vu, je savais que c'était le directeur artistique de Mugler, parce qu'il regarde un petit peu tout ce qui se faisait. Et je lui ai envoyé un message tout de suite en disant « Quand est-ce qu'on travaille ensemble ?» Et j'ai pas mis bonjour, j'ai pas mis au revoir. Je savais même pas qu'il était américain, donc qu'il parlait pas français. Enfin, jusqu'à maintenant, je pensais pas qu'il parlait pas français, il parle français. Et il me répond, maintenant. Et donc l'après-midi, j'étais dans ses bureaux et il me proposait le projet Beyoncé. Incroyable. Voilà. Et parce que tu parles d'artistes, mais du coup, tu sembles parler plus d'artistes de mode. Est-ce qu'il y a des artistes dans d'autres sphères, d'autres domaines qui t'attireraient ? Moi, de travailler avec deux artistes, tu veux dire ? Ouais. Ça s'est jamais proposé, ça. Mais quand tu dis, je vois des artistes et il y en a avec qui j'aimerais beaucoup travailler, que d'ailleurs j'ai contacté, c'est souvent dans le milieu de la des mode. Artistes, c'est plutôt des personnes qui jouent de rhabiller ou c'est plutôt comme ça que je veux dire, voilà. Ok, je vois. Des profils que j'aime bien ou des gens que voilà, peut-être aussi pour l'excuse de pouvoir les rencontrer, peut-être aussi. Mais ça se construit petit à petit, ça se fait petit à petit aussi. Et maintenant, c'est assez drôle quand il y a des personnes que j'ai invitées pour mon expo, mais juste avec les messages Instagram, donc ils n'ont jamais eu le message au bout, parce qu'il n'a jamais été jusqu'au bout sûrement. Et que maintenant, ils viennent s'abonner à ma page et ils me disent on adore votre travail, c'est génial et tout. Et je trouve ça marrant parce qu'il y a encore mon message qui est affiché, celui que j'ai envoyé qu'ils n'ont jamais eu. Je les avais invités 2 ans avant et puis ils sont pas venus parce qu'ils ont peut-être même pas eu le message. Hein. Ils lisent peut-être pas tout et ça se fait quand même petit à petit, oui. Et puis ça se ramifie en fait, c'est des choses qui se ramifient. Par contre, c'est vrai qu'il faut avoir de l'audace. Ça, c'est ce que je pourrais dire aux plus jeunes aussi, c'est que il faut avoir de l'audace, mais il faut aussi avoir quelque chose à donner. Parce que je vois trop de gens qui, juste parce qu'ils ont un look complètement dingue, ils ont l'impression qu'on les attend et tout ça, mais personne t'attend. Il faut surtout n'attendre rien de personne. On n'a pas besoin de nous. Personne n'a besoin de personne. Enfin, c'est pas parce que tu as un super look à l'école que les directeurs artistiques vont dire « Waouh, tu as un trop beau look, tu vas devenir le directeur artistique de Mugler. » Non, ça fonctionne pas comme ça. Il faut avoir quelque chose à donner. Et si j'ai aussi réussi un petit peu à faire un peu mon trou là-dedans, c'est parce que j'ai quelque chose à leur donner aussi. Donc, à leur apporter. Donc c'est pour ça qu'ils viennent le chercher aussi. C'est pas juste... Il y a beaucoup de gens qui pensent que j'ai un réseau, en fait, parce que je connaissais un tel et tout ça. Je ne connaissais personne. Je viens du Berry, je viens de ma campagne, avec des parents qui n'avaient pas de réseau. Je suis arrivé comme ça, je ne connaissais vraiment personne. Ça s'est fait petit à petit. Une personne qu'on rencontre, qui connaît un tel, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et que tu as bien travaillé, et que du coup, on t'en... Et voilà, et ils ont besoin de quelque chose. À des fois, on ne travaille même pas en direct, mais on va rendre un petit service, et ce qui fait qu'ils voient qu'ils peuvent avoir confiance en
nous. Parce que c'est la confiance, c'est un truc vraiment premier. Ça, c'est ce qui doit se construire et surtout le pilier, enfin, ce qui va tout structurer. Parce que si on peut pas avoir confiance dans les personnes, on peut rien faire. Parce que ça, c'est le plus compliqué. Il faut être sûr que le projet aille jusqu'au bout aussi. Parce que là, d'un seul coup, un créateur, quand il fait un dessin et qu'il nous le donne, c'est d'un seul coup, tout est sur nous. Si on a décidé d'arrêter, c'est terminé. Le projet, il est fini. Oui, c'est ça. Donc, c'est qu'il t'intègre dans une stratégie, dans une collection. Tout ça, c'est réfléchi. Donc, si tu le fais faux bon, en fait... si à un moment, la pièce, surtout, plus la pièce est importante, si d'un seul coup, on fait la pièce qui va ouvrir le défilé ou le fermer, et que d'un seul coup, presque, je ne vais pas dire que tout le thème il est autour, mais c'est assez important. On peut parler des coups en porcelaine, par exemple. C'est que d'un seul coup, c'était pour faire des personnages qui ressemblent à des poupées. S'il n'y a plus ces coups en porcelaine, c'est fini. Donc si on lâche au dernier moment, c'est terminé d'un seul coup. Il va falloir trouver une autre solution et ça, c'est pas agréable pour eux, hein, ça c'est sûr. Hein. Donc il faut vraiment avoir une confiance jusqu'au bout et qu'ils soient sûrs que tout soit livré en temps et en heure et qu'on soit toujours là pour essayer d'assurer et tout ça. Et moi, c'est ce que je fais. Je fais un suivi vraiment jusqu'au bout. Pour Beyoncé, j'ai été jusqu'à Stockholm pour aller faire les retouches. Ils m'ont séquestré dans le Stade de France. Donc non, c'est... Voilà, alors que j'étais pas payé pour ça. Mais ça fait partie du package, en fait, c'est ça. Et c'est ça qui prouve que je suis fiable, en fait. C'est juste que je suis fiable. Oui, je peux avoir un caractère de cochon, mais je suis fiable, en tout cas. Si j'ai dit oui, je vais jusqu'au bout. Je pense que c'est... En effet, c'est très important. Et je pense qu'il y a aussi un aspect, c'est qu'il faut pas être déçu. Par exemple, si tu proposes un petit projet pas très cher et un gros projet beaucoup plus cher, faut pas être déçu qu'ils prennent d'abord le petit projet. Moi, dans ma tête, c'est commençons petit. Je te montre que ce qu'on fait, c'est incroyable. Ou que ce que je fais, c'est incroyable. Et ensuite, tu verras que tu peux me confier du gros. Oui, c'est ça. Il faut savoir les attraper aussi, les épauler aussi avec ça. Et puis oui, prouver que ça tient debout, quoi. Est-ce que tu peux nous raconter un projet de recherche sur lequel tu as fait beaucoup d'innovation ? Alors là où il y a eu le plus de travail au niveau de cette innovation, ce qui découle de la robe de Zendaya en fait, qui a été fait avec des drapés en cuir, c'était quelque chose que dans l'histoire, ce que j'avais développé de mon côté un petit peu. Alors à la base, l'inspiration, elle vient de La liberté guidant le peuple de Delacroix. Au début, je prends une matière et en fait, je m'impose rien. En fait, je me dis pas, faut que j'aille jusqu'à derrière, il faut que ça soit faisable et tout ça. Et je me lance comme ça, mais vraiment brut. En fait, c'est pas grave si ça va pas jusqu'au bout, mais comme ça, je peux m'apercevoir des limites où il va falloir que faire des efforts ou essayer de rechercher un petit peu plus et tout ça. Donc j'avais travaillé là-dessus et puis sur la victoire de Samothrace aussi au Louvre, qui était une proue de bateau, et donc c'est des drapés qui ont un effet mouillé en fait, voilà. Donc ce qui fait naître cette façon, cette technique. Et donc voilà, j'avais travaillé ces quelques drapés que j'avais présenté justement à Olivier Rousteing et ça lui a plu, mais on n'a pas travaillé tout de suite dessus. Il a fallu que ça travaille un petit peu et peut-être qu'il puisse le caser sur un défilé, peut-être parce qu'il y a des thèmes aussi quand même. Et il y a un moment, on m'a dit ça y est, on est prêt, on va travailler sur les drapés. Donc à partir de là, il a fallu développer. Moi au début, je l'avais fait assez simplement, très brut. Le tout premier jet, il est toujours très brut. Et là, j'avais pris une basane, je l'avais mouillé, j'avais fait des drapés. Ils n'étaient pas forcément très cohérents et tout ça, mais on sentait qu'il y avait déjà quelque chose et que ça pouvait fonctionner. Et après, comme on voulait quelque chose de plus délicat, il fallait travailler avec de l'agneau pour que les plis fassent plus comme du tissu et moins quelque chose de très gros comme une sculpture en fait de marbre ou tout ça. Donc il a fallu que j'utilise plusieurs colles, il a fallu tester plusieurs colles, celles qui allaient bien convenir pour faire ça aussi. Et puis pouvoir travailler presque de décoller et recoller tout le temps en fait. Parce que j'ai un mouvement, faut que je crée pli par pli, que ça soit cohérent. En plus j'ai le nez toujours dessus, donc il faut que je prenne tout le temps du recul. Et c'est surtout que le défi qu'il y a à travers ça, c'est qu'on travaille avec des peaux d'agneau qui sont assez petites. Et quand on crée un drapé, en fait, on prend un grand drap, on le prend d'un côté et le drapé, il se forme naturellement. Moi, il fallait que j'ai cet effet-là, mais avec des toutes petites peaux. Donc, il fallait les raccorder les unes aux autres, sans que ça se voit, bien sûr, parce qu'autrement, on casse la magie. Donc, il a fallu essayer de masquer tout ça et essayer toujours d'être cohérent. Ça, ce travail-là, je dis vraiment, j'ai beaucoup travaillé avec Balmain, avec le styliste qui bosse là-bas. On a vraiment échangé parce que lui, moi, j'ai jamais fait d'école dans le textile ou même pris des cours là-dedans. Donc, c'est un peu des choses que je connais pas bien. Le drapé non plus, je ne le connais pas plus que les statues grecques qu'on peut voir. Et il était là très important parce que c'est surtout j'avais besoin de son regard pour voir si c'était cohérent. Et parfois il me disait, j'avais complètement fini la face et il me disait, mais là tu vois au milieu, c'est pas possible en fait, c'est pas plausible. Donc je démontais tout le centre
En fait, simplement le centre, et après, je le reconstruisais à l'intérieur. Ça a été des heures et des heures et des heures de travail. C'est un truc, je pense que c'est le truc le plus fou. Et je l'ai dit plusieurs fois, et les gens qui me connaissent savent que ça m'obsédait tellement que quand j'allais me coucher le soir, j'allais me coucher tard, en dormant, je drapais mes draps, en fait. Je les prenais avec mes doigts et je les étirais. Je me rendais compte que quand je me réveillais, j'étais en train d'étirer les draps, en fait. C'était vraiment, ça m'obsédait à un point complètement dingue. Et petit à petit, voilà, j'ai réussi à trouver exactement comment il fallait faire et tout ça. Mais j'ai eu une aide extérieure j'avais besoin de ses yeux pour comprendre, en fait, comment ça pouvait fonctionner. Et on a réussi à développer quelque chose qui a fonctionné et qui a bien marché, oui. Et oui, j'étais vraiment content de ce développement. Oui, c'était quelque chose d'assez magique, oui. Finalement, ce que tu ressors, c'est la complémentarité des parcours qui vous a permis d'atteindre le drapé le plus plausible possible. Oui, parce que actuellement, ça c'est un peu, je ne veux pas dire démocratisé, mais les corps moulés, même les drapés, si on va voir sur Instagram, on peut en trouver assez facilement. C'est vrai que ça a fait un peu ses petits. Alors c'est pas moi qui l'ai inventé. Peut-être que j'ai aidé à le relancer, mais Issey Miyake l'utilisait beaucoup, Alexander McQueen il l'utilisait beaucoup. Moi, je me suis beaucoup inspiré d'Alexander McQueen. Il avait des artisans qui le faisaient très bien. Donc c'est pas moi qui l'ai créé non plus, hein. Mais ça a relancé un peu la machine. Il a envie en fait des gens de le faire, donc il le teste. Mais on peut vite voir qu'il n'y a pas vraiment de vie en fait dans ces plis. Il faut vraiment amener une vraie intention de poids. En même temps, un tissu c'est léger et en même temps c'est lourd. Et en même temps il doit être humide dans l'idée et tout ça. Et donc il faut penser à toutes ces choses. Et allez voir, ça a été beaucoup de montage et de démontage pour obtenir ça. Et maintenant je pense que je le maîtrise déjà beaucoup plus. La robe de Zendaya était vraiment sur le bout. Parce que quand on a travaillé ces drapés, c'était pour... il y a eu 3 looks qui étaient faits pour un défilé. Là, j'ai vraiment galéré. Ça a été très, très dur. Ça a été un passage très douloureux pour moi parce que je travaille vraiment beaucoup. Et ça fonctionnait pas toujours. Et il y a des fois, c'est vrai que quand le styliste me disait non, bah là, tu vois, sur l'épaule, ça va pas... Franchement, j'ai envie de lui dire, mais Je vais pleurer. Bon, Je vais pleurer, je reviens. veux plus. Mais bon, le soir je pensais ça, le lendemain matin je revenais, je démontais tout et puis j'étais reparti quoi. Et il fallait que ça fonctionne parce que moi aussi j'ai envie de ça. C'est quand on est à bout. Mais moi ça m'arrivait plein de fois de pleurer dans l'atelier, hein, je le dis tout de suite. Hein. Ça me prend trop à cœur quand on nous dit, il y a cette phrase magique qui dit oui mais on sauve pas des vies, mais va te faire foutre. On sauve pas des vies, mais ce que je suis en train de faire c'est important en fait pour moi. Et je veux que ça soit parfait. Et je veux être dans une condition comme si j'étais en train de sauver une vie. On peut pas faire des comparatifs comme ça. C'est trop facile, en fait. C'est un peu bizarre. Je trouve que, après, on peut comprendre que les crises qui sont dans la mode, où on dit non, mais attends, on va pas sauver des vies, ça, je le comprends. Mais après, quand on se défonce jusqu'à, oui, peut-être presque jusqu'à notre santé pour faire quelque chose, mais on se donne à notre cause, c'est comme ça, en fait. Ça... Et je pense qu'on a tendance à dire ça aux gens qui ne trouvent pas de sens dans leur métier. Enfin, tu vois, moi, autour de moi, en l'occurrence, il y en a très peu qui sont dans l'artisanat. Enfin, je parle de mes proches, oui. Pas de ceux que j'ai rencontrés grâce à Histoire d'artisan, mais il y en a beaucoup qui font des métiers, vraiment, ça les intéresse pas vraiment. Et ils se tuent à la tâche, ils finissent à 22h, ils commencent à 8h, et t'as envie de dire, bah... Oui, effectivement, si ça la phrase, elle est peut-être plus... Pas, oui, elle est peut-être plus... Ouais, enfin, je pense qu'en effet, la phrase... Moi, je l'ai déjà entendu, cette phrase, et on me l'a déjà sortie pour moi. Et sur la question, je me suis déjà... C'est pas normal, mais c'est vrai que je vais parfois jusqu'à bout techniquement et physiquement, en fait, sur des choses. Quand on finit par pleurer dans l'atelier, je pense que c'est que... Tout seul, le soir, je pense que c'est qu'on a été peut-être un petit peu trop loin, même physiquement, des douleurs ou des blessures. Mais on a tous fait ça parce qu'on se donne à notre cause, on se donne à 200%. Mais c'est pour ça que cette phrase, je trouve que, enfin en tout cas, moi j'aime pas l'entendre parce que effectivement, moi je me défonce comme si c'était... Je me défonce pas parce que y a Beyoncé au bout. Non, c'est parce que c'est mon artisanat que je veux qu'il soit précis, qu'il soit parfait, qu'il soit en tout cas le plus possible. Je veux essayer de me donner en tout cas à fond pour que ça soit le maximum de ce que je peux donner. Comme un sportif, je pense qu'il va devoir aller jusqu'au bout, même aller chercher encore plus loin que l'énergie qu'il peut donner. Et je pense qu'il y a de ça, je pense, un petit peu là-dedans. Ouais, mais en t'écoutant, je me dis, en fait, je pense que c'est très compréhensible de la part de n'importe qui que t'aies envie d'avoir le geste parfait, la finition parfaite, le rendu parfait. En revanche, il y a un aspect qui est rajouté toi dans ta pratique, c'est que tout ça doit être fait
dans le rush à chaque fois. Et qu'en fait, genre, je pense que tu te mettrais pas je m'engage peut-être pas, mais tu te mettrais potentiellement pas dans des états pareils si t'avais 3 mois pour le faire. Bien sûr. Ah oui. Oui, ça c'est sûr. Oui. Et en fait, le fait que tu pousses ton corps et ton esprit à bout est causé par le fait que tu es dans une situation où on ne te donne pas le choix de le faire dans un temps record. Raison, bien sûr, oui. Oui, la présentation est dans 3 jours, Oui. Il n'y a pas de... Les nuits blanches, c'est comme ça qu'elles se font, hein. Oui. C'est pas par plaisir, en fait, c'est sûr. Après, voilà, oui, il y a ce côté où on revient encore à l'artisan qui va faire son maximum, en fait, pour aller jusqu'au bout. Et le reste à côté, c'est pas grave. Mais j'en ai pris quand même conscience, et c'est pour ça que maintenant, je freine un petit peu aussi. Parce que je n'ai plus envie. Les nuits blanches, je ne veux plus, en fait. Les week-ends, je veux aussi retirer, je veux passer du temps avec ma famille, je veux aussi faire des choses pour moi, j'ai envie de vivre, quoi, en fait. Parce que qu'est-ce que je vais pouvoir apporter? Je me sentais un peu au bout à un moment de ce que je faisais parce que je vivais plus à côté. Je vivais que dans l'atelier. Je pouvais même plus voir personne, même pas boire un café. C'était pas possible. J'avais jamais le temps. Il y avait toujours quelque chose. Bah non, là je peux pas. Je dois finir ça, je dois finir ci. Et c'est sans fin. Ça pouvait être sans fin. Et ça, c'était quand? Oh bah il y a 2 ans, c'était encore là. Hein, ouais. Donc le confinement n'a pas aidé. Ah non, ça s'est accéléré, moi. Ah ouais. En fait, moi, quand on m'a contacté après cet épisode Covid et puis le confinement, on m'a dit, donc les entreprises ont décidé de freiner, nous on va accélérer. Ben oui, parce que c'était aussi l'occasion, pour les défilés, il n'y avait plus que 10 marques qui défilaient. Si on fait partie des 10 marques qui défilent, on se fait plus remarquer que quand il y en a 200. C'est logique. Et donc, j'ai fabriqué 2 ou 3 fois plus d'objets. C'est pour ça qu'il y a des gens qui me disaient oui, ça a été difficile pour moi le confinement et tout. Je le comprends, mais moi ça a été plus difficile, mais dans l'autre sens. Ça a été une orgie. Je ne pourrais pas raconter de bêtises, mais il y avait des bustiers drapés et les jupes, mais il y en avait, je sais plus, 17 je crois, ou 18 pour un défilé. Plus des masques, plus des choses. Enfin, c'était une folie, c'était incroyable quoi. Mais c'est ingérable. Je faisais ça à la chaîne et j'ai plus de plaisir. Par contre, quand moi j'ai plus de plaisir, c'est fini, je vais arrêter. J'ai besoin de ressentir encore ce que je dois donner. Autrement, demain, autant que j'aille en production et puis travailler à la chaîne. Autrement, c'est pas la peine que je continue de faire ça en fait. Je pense que la grande difficulté, c'est de se rendre compte que t'as plus de plaisir. Oui, il y a un moment où je ressentais plus en fait. Le dernier vraiment défilé que j'ai fait, j'ai fait quelques petits boulots, parce qu'on va me dire tu t'es pas arrêté, il y avait Margiela récemment. Mais Margiela, ça a été fait sur 9-10 mois, le travail, c'était différent, on a travaillé complètement différemment, qu'ils ont compris le malaise qui avait été créé par toutes les entreprises autour. Ils voulaient quelque chose et ils ont été patients, ils ont été réglo, ils ont tout fait comme il fallait. Donc pour moi, je considère pas ça comme ça, mais le dernier gros truc, c'était le défilé Balmain-Gauthier. J'étais en train de m'apercevoir de faire des pièces complètement folles et que j'adorais, et en même temps, je ressentais plus rien en les faisant. Je les faisais à la chaîne. Et je me suis dit, c'est fini, quoi, je suis foutu. Donc j'ai préféré me détacher de ça pour pouvoir me préserver, en fait, et essayer de le garder. Et puis après, si je peux le garder à travers mes pièces à moi, c'est peut-être encore mieux, je sais pas, mais en tout cas, c'est bien pour moi. Et c'est une très bonne transition vers la future question. Quelles sont tes envies et tes envies de projets futurs? Alors mes envies de projets futurs, c'est surtout déjà de fabriquer mes pièces et puis peut-être de les exposer. Je retrouve un lieu d'expo. On cherche un lieu d'exposition. Voilà, donc déjà, ça serait pouvoir refaire une exposition sur mon travail, j'aimerais bien. Parce qu'en plus, quand je fais les expositions, ce que j'aime bien, j'en ai fait qu'une, mais c'est d'être présent, enfin 2 d'ailleurs pour le coup avec Objet Sensuel, mais c'est d'être toujours présent sur place. Donc je peux échanger avec les gens et ça, c'est ce que j'apprécie. Enfin, en tout cas, c'est un bon final à mon travail de savoir, moi j'ai toujours travaillé et après c'est un coursier qui emmène les pièces et après c'est terminé, elles n'existent plus. Que là d'un seul coup, j'ai le retour des gens, on sait ce qu'ils en pensent, voilà, et ça j'adore cet échange. Puis oui, c'est surtout ça, j'aimerais bien pouvoir montrer en tout cas mes créations, mon travail et mon univers, parce que j'ai aussi un univers à moi, et de pouvoir le présenter un petit peu plus largement. Et oui, ça serait vraiment mon futur. On te le souhaite beaucoup. Et du coup, le mot de la fin qui est, qu'est-ce que tu souhaites pour le futur des métiers du cuir ? Pour le futur des métiers du cuir, j'espère surtout que les écoles vont s'en sortir un petit peu mieux. Je ne sais pas si l'éducation nationale peine vraiment à... Tout a évolué. J'arrive pas à comprendre actuellement que les écoles sont pleines et dans les entreprises, ils trouvent personne en fait. Mais ils les prennent pas forcément, alors c'est assez étrange. Donc il y a quelque chose qui va pas. Maintenant, les entreprises ont compris, ils font leur recrutement eux-mêmes pour être sûrs. Je sais pas s'ils font bien aussi. Je pense qu'il va falloir surtout éduquer et je pense que le plus important quand même, c'est de montrer nos métiers aux plus jeunes qui le connaissent, qui voient aussi toutes les possibilités qu'il y a derrière, parce que les possibilités sont infinies, que ce soit dans le cuir, dans le bois et tout ça. Qu'ils en aient conscience, parce qu'on a perdu ça, on sait plus ce qui est possible de faire. Et souvent, on connaît même pas les métiers. Et comme ça, pour qu'ils puissent se tourner plus tôt
en fait vers ces métiers surtout et peut-être s'épanouir là-dedans parce que moi j'ai cet exemple que quand même j'aimais l'art, j'aurais voulu être artiste, j'ai commencé par sculpter moi, mais j'ai pas pu faire les beaux-arts parce qu'on n'avait pas les moyens, c'était trop loin, des choses comme ça. J'ai jamais pu être artiste, mais à travers mon travail, pourtant qui avait rien à voir, je fabriquais des sacs ou des ceintures et des choses comme ça. Petit à petit, actuellement, je m'aperçois que je peux quand même apporter quelque chose d'un peu artistique dans mon travail. Donc au final, j'y suis arrivé. En fait, j'ai quand même lié le tout et réussi à faire ce que j'aurais aimé faire au début d'une autre façon, sur un autre médium, sur plein d'autres choses, mais je m'épanouis aussi comme ça. Donc tout est possible et surtout que voilà, il faudrait faire découvrir de plus en plus. Les podcasts sont là, ils sont très utiles, je pense, en tout cas pour les plus jeunes. Moi, je pensais qu'à un moment, ça intéressait beaucoup l'artisanat, les gens. On me disait, mais oui, mais on parle beaucoup maintenant, on parle plus que ça, que de l'artisanat. Oui, c'est très bien les émissions sur TF1, de voir les usines Vuitton qui tournent et tout ça. Mais ça plaît aux plus vieux, qui d'un seul coup, par nostalgie, se disent « Tiens, ça me rappelle mon grand-père, ça me rappelle mon père qui faisait ça et tout. » C'est très bien. Mais maintenant, les plus jeunes, il va falloir qu'ils soient un peu plus intéressés. Et c'est là où j'étais quand même content, c'est qu'à un moment, j'aime pas qu'on me parle que de Zendaya ou de Beyoncé ou tout ça, et on s'en fiche, mais ça aide en tout cas à avoir un pont, un lien avec les plus jeunes, qui d'un seul coup, si je parle de Zendaya, on m'écoute. En fait déjà. Donc quand derrière, j'ai eu plein de messages, il y a même des jeunes filles qui sont fans de Zendaya, qui ont des pages Instagram assez importantes et tout ça, et qui m'ont envoyé leurs dessins parce qu'ils ont le fantasme de créer une robe pour Zendaya, et ils me demandaient mon avis, si c'était sympa, si c'était bien et tout ça. Et je trouve ça assez touchant parce que d'un seul coup, ils ont pu comprendre, à travers ce que j'avais fait, qu'il y avait derrière ces robes aussi un artisanat, en fait, qui était derrière. Ça, c'est bien, c'est ce qu'il faudrait qu'on arrive à montrer. C'est que même à travers ce travail qui peut être superficiel aussi et qu'on peut mal critiquer, il y a quand même beaucoup d'artisans qui se défoncent et qui maîtrisent incroyablement leur métier. Dans tout le métier de la mode aussi, et, ils sont très nombreux. Et ces jeunes peuvent accéder à ça aussi. Et un jour, ils poseront peut-être les cristaux de la robe de Kardashian. Mais non, mais c'est toujours quelque chose qui peut être... Et si ça peut aider, pourquoi pas. Au début, je trouvais ça bête, et puis après, je me suis dit, mais non, ça nous permet au moins de parler de quelque chose. On parle au moins le même langage, ils nous écoutent. Et après, au final, ils sont quand même à l'écoute de ce qu'il y a autour et de ce qui a été fait. Ça peut peut-être être un bon lien aussi. Ouais. Je pense que c'est un peu la cible secondaire, on va dire, de l'association. Mais j'ai un peu cette conviction qu'en montrant l'innovation au sein des ateliers, certes, on montre que l'artisan, ce n'est pas juste un faiseur, c'est aussi un ingénieur. Et on montre que c'est hyper créatif d'être artisan français aujourd'hui. Bien sûr. Déjà, tout le monde amène, je pense, plus ou moins à un niveau différent, mais tout artisan amène des solutions tout le temps, tout le temps. On est toujours, de toute façon, sauf quand on nous demande quelque chose de précis, qu'on répète des gestes, mais l'artisan lui-même, dans l'atelier, il est tous les jours confronté à des problèmes et à devoir amener une solution à ça. Et après, si on a je sais pas, si on a un peu une passion ou un petit don dans le style, ou si on sait bien associer les couleurs, moi je pense que si on est fleuriste, ça va nous apporter quelque chose de plus. Si on est dans le milieu de la mode, on va pouvoir dire, mais tu sais, là avec le mauve, moi j'aurais bien mis un jaune en dessous, et ça va être... Et on peut apporter quelque chose. Et moi je pensais même pas, c'est pour ça que je reviens à ça, mais je pensais pas que de ce que j'aimais, la sculpture, l'art, j'aurais pu discuter un jour de ça et d'amener en fait des idées quand même, parce que c'est pas moi qui choisis les choses et tout ça, mais on amène notre pierre quand même à l'édifice et on est quand même là, on est présent, on fait partie des projets. Et je suis assez fier de pouvoir faire partie de projets comme ça maintenant qui vont rester dans l'histoire. J'ai regardé les choses de Mugler ou d'Alexander McQueen. J'étais impressionné de McQueen quand je regardais les défilés, mais c'était incroyable pour moi et tout. Et là, quand j'ai eu ce défilé Margiela, je me suis dit, mais maintenant t'en fais partie en fait. Et c'est ça qui est dingue. Et ça nous transporte. Demain, demain le défilé est terminé, il va falloir que je retrouve quelque chose d'autre. Mais il y aura encore d'autres projets qui vont être là. Si on se donne et si on travaille, il y a toujours quelque chose à apporter. Et les plus jeunes qui sont quand même, là on le voit, c'est que sur Instagram, ils sont extrêmement nombreux à suivre aussi des stars et des choses comme ça. Mais si un jour, je sais pas, si tu rêves d'approcher de cette star, fais quelque chose que peut-être que tu pourras lui vendre ou faire, je sais pas. Il faut essayer, quoi. Moi, c'est mes premières choses que j'ai fait avec la musique, en donnant des sangles de guitare à des musiciens. Et parce que c'était ma petite excuse, et au moins j'allais jusqu'au bout des choses. Et puis après, ça construit quelque chose forcément derrière. Donc non, il y a plein de choses, et il faut avoir une approche, plus ludique en tout cas. Pas qu'ils aient que conscience du star system, parce qu'il faut pas non plus garder que ça.
Mais en tout cas, il y a la possibilité de toujours travailler pour des gens qui peuvent aimer, et c'est toujours bien. Moi, le jour qu'on m'a proposé, c'était un dimanche, quand on m'a annoncé « Est-ce que tu voudrais travailler pour Björk ?» Mais je me prostitue pour Björk, je fais tout, mais tu me payes même pas. J'étais tellement heureux de travailler pour elle. Je sais ce que c'est d'être fan, j'ai été fan quand j'étais plus jeune, et je trouve ça super, et il faut faire une continuité. J'étais un grand fan d'ACDC et tout. Enfin, je suis toujours, j'ai tout collectionné, je les écoutais constamment. Et quand j'avais 30 ans, je les ai rencontrés et je leur ai fait des songs de guitare. Et si j'avais pas fait ces songs, j'aurais jamais été les rencontrer. Donc j'ai réalisé mon rêve en fait à travers mon travail. Parce que j'avais cette excuse, j'avais pas de. Je me serais dit, je me suis retrouvé devant, qu'est-ce que je vais leur raconter? J'ai écouté tous vos albums, bon, super. Mais rien que la rencontre, et là ça me donnait une excuse, et puis aussi de donner aussi ce que j'étais capable de faire et ce que je pouvais être fier de faire en fait. C'est magique et j'ai vécu plein de moments comme ça. Et pourtant, voilà, je viens d'un lycée professionnel, et il faut avoir envie, et il faut toujours croire en ses rêves parce que ça se fait toujours un petit peu. Et moi, j'en ai réalisé énormément. C'est vrai que c'est chouette. Et c'est pour ça que même s'il y a eu des difficultés, comme vous pouvez écouter dans le podcast de Raphaël juste avant, il y a des difficultés dans tous les métiers, c'est vrai. Là, je les avais mis un petit peu en avant, mais il y a plein de choses super aussi. On vit des choses complètement extraordinaires aussi et des choses uniques. Ça, c'est vrai. C'est un très beau mot de la fin. C'est génial, trop bien. J'adore quand tu finis les épisodes comme ça, tout positif. Trop chouette. Et merci beaucoup Robert, merci pour ton temps. Merci à toi. Parce que ça fait déjà un bout de temps que je te dérange à ta maison. Donc merci vraiment beaucoup pour ton temps et puis j'espère à très bientôt. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que ce deuxième épisode avec Robert Mercier vous aura plu. Vous pouvez continuer de m'aider à faire découvrir les histoires d'artisans au plus grand nombre en mettant une note et en vous abonnant sur votre plateforme de streaming préférée. Comme d'habitude, je publie régulièrement des photos du travail des artisans sur Instagram, donc n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir leur métier en images. Nous sommes toujours heureux de recevoir vos témoignages et vos ressentis sur les épisodes du podcast. Si vous avez envie de nous transmettre un message, vous pouvez nous écrire à podcast@histoiredartisan.com. En attendant, je vous dis à bientôt avec une nouvelle histoire.